Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Paul Duvail-Dubuc pour son invitation à cette journée sur la douleur. Je suis très honorée d'ouvrir ce beau programme avec une présentation qui sera sûrement un peu différente des autres interventions et qui cherchera à remettre en perspective dans le temps long la question de la douleur. Douleur qui constitue dans mon parcours d'historienne un fil rouge. Mes recherches sur l'histoire de la médecine et du corps, des femmes et des enfants, m'ont en effet conduit à collecter toutes sortes d'informations sur la douleur pour la France et plus largement pour l'Europe occidentale du XVIIe au XIXe siècle. Alors aujourd'hui, j'aborderai la question en me focalisant sur l'accouchement, qui est une des expériences de la douleur le plus communément partagée, et en privilégiant des sources iconographiques. Et j'adopterai d'abord la définition de la douleur qui vient de vous être proposée et qui finalement fonctionne assez bien aussi, je trouve, en histoire. Donc cette définition de l'IASP, je ne vais pas la relire, mais je vous la remets sur le diaporama, parce que je trouve que cette définition permet de dépasser la distinction classique entre douleur réduite à une sensation physique et souffrance rattachée à l'émotion et à la conscience. Pour le coup, moi, je fais assez peu de différence entre les deux, parce que la douleur dite corporelle ne se limite pas en effet à un phénomène physiologique. Elle engage aussi des dimensions affectives, culturelles et sociales, révélatrices de normes et de représentations, qui sont en fait très intéressantes à étudier pour les historiens et les historiennes. Alors l'historiographie de la douleur est riche, et le sujet a été abordé vraiment déjà par un certain nombre d'historiens, et notamment d'historiens de la naissance, notamment pour l'époque moderne. Je vous ai dit quelques-uns de ces travaux sur le diaporama. Mais ils ont essentiellement travaillé sur la culture populaire, les sources religieuses, les écrits médicaux. Alors que pour ma part, j'ai mobilisé des sources qui avaient été peu exploitées jusque-là, à savoir des écrits personnels, des journaux, des mémoires, des lettres. Je vais essayer d'approcher l'expérience et de vécu féminin. Et j'ai aussi exploité des sources iconographiques qui sont au cœur de cette présentation. Alors l'approche par l'image représente quand même, il faut le dire, un défi, parce que si les représentations de l'accouchement et son cortège de douleurs sont aujourd'hui assez banales dans la culture visuelle occidentale, notamment dans les films, dans les séries, il n'en est pas de même par le passé. Du Moyen-Âge au XXe siècle, la figuration de l'enfantement est très rare, et les images exprimant explicitement la souffrance de la parturiente le sont plus encore. L'art privilégie, en fait, le plus souvent ce que vous voyez ici, à savoir l'après-naissance, se référant à la mythologie ou à la Bible, avec notamment ces épisodes de la naissance de Sainte Anne ou de Saint Jean-Baptiste, par exemple. Les images de l'accouchement lui-même sont longtemps essentiellement médicales et proviennent des traités d'obstétrique qui se multiplient à partir du XVIIe siècle. Mais les rares représentations ne sont cependant guère réalistes, comme vous le voyez, cette jeune femme qui est en train d'accoucher est particulièrement détendue. Et ces images donc montrent peu ou pas la souffrance féminine. Finalement, on la voit un petit peu plus dans certains traités de sage-femme. Ici, le regard est un peu crispé, le ventre enserré par le bras. Et c'est à peu près tout ce qu'on voit de la réalité de l'accouchement ou des souffrances exprimées. Alors cette rareté des images s'explique par le poids des tabous. Dans une société chrétienne, grossesse et accouchement restent associés au péché et à la honte, on y reviendra. L'événement lui-même, généralement vécu dans l'intimité, échappe aussi aux artistes, sauf dans quelques rares cas. Alors, hors de représentation scientifique, allégorique ou religieuse, j'ai identifié tout de même 4 œuvres réalisées entre le XVIIe et le XIXe siècle qui figurent à la fois explicitement l'accouchement, mais rendent compte aussi d'une expérience féminine de la douleur qui peut être rapprochée des écrits personnels dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, je vous les présente rapidement, mais j'aurai l'occasion d'y revenir à de nombreuses reprises pendant l'exposé. Alors la première, c'est une estampe de 1633 d'Abraham Bosse, qui est extraite d'une série qui s'appelle Le mariage à la ville, et qui représente dans un intérieur bourgeois une femme bien entourée au moment de l'accouchement. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on a une légende qui détaille les propos des différents protagonistes de la scène. J'y reviendrai. Deuxième œuvre, un tableau anonyme du XVIIe siècle, d'après un peintre néerlandais qui s'appelle Andries Bos, montre une femme en proie aux douleurs de l'enfantement dans la rue, secourue par d'autres femmes. Troisième œuvre, un tableau anonyme, peint en Suède vers 1800 et qui constitue un cas absolument sans équivalent dans l'art occidental par une mise en scène frontale et saisissante de l'expulsion de l'enfant par la parturiente, entourée par le futur père, et assistée par 2 femmes, la toile mêlant réalisme et symbolisme. Enfin, une peinture en grisaille de l'artiste français Jean-Baptiste Carpeaux, qu'on connaît plus comme sculpteur mais qui est aussi peintre, qui est datée de 1870 et qui a une dimension autobiographique puisqu'elle représente sa femme Amélie en train d'accoucher dans une atmosphère intime, entourée de 4 figures représentées à l'antique. Alors pourquoi ces artistes transgressent-ils les tabous alors en vigueur et comment donnent-ils à voir l'enfantement et la souffrance qu'il implique?
La confrontation de ces images, replacées dans leur contexte, éclaire les conditions d'accouchement et d'accompagnement de la douleur du XVIIe à la fin du XIXe siècle, tout en livrant des informations précieuses sur l'expérience féminine, mais aussi le regard des hommes sur la naissance et la douleur des femmes. Alors d'abord, justement, les conditions de l'accouchement. Quel accompagnement pour la femme qui souffre? Je rappellerai d'abord qu'au siècle passé, la grossesse et l'accouchement étaient vécus avec une profonde angoisse, car la naissance pouvait être fatale pour la mère comme pour l'enfant. Jusqu'au XIXe siècle, 1 à 3% des accouchements aboutissaient à la mort de la parturiente. Avec une moyenne de 5 naissances par femme à la fin du XVIIIe siècle, ce risque est donc omniprésent, et chacun connaissait dans son entourage une femme morte en couche. Et les artistes évoquent d'ailleurs parfois cette réalité tragique. Je t'en ai mis un exemple ici. On voit une femme sur son lit de mort, elle a accouché il y a peu. On voit un berceau tendu noir qui évoque justement cette fin tragique. Alors dans nos tableaux aussi, cette référence n'est pas absente, notamment dans la gravure en particulier, qui traduit explicitement cette menace quand la parturiente dit, je cite, « Mon corps s'en va mourant », et son mari évoque le deuil tant redouté. Alors la peur de l'accouchement s'accompagnait aussi de la crainte de la douleur, jugée inévitable, comme l'expriment les proverbes traditionnels. Pas de femme enceinte sans douleur, ou encore mal de dents et mal d'enfants sont les plus grands qui soient. On sait d'ailleurs que la peur accroît la perception de la douleur. Cependant, un cadre rassurant, tant matériel qu'affectif, permettait de mieux traverser cette épreuve. Jusqu'au milieu du XXe siècle, je le rappelle, la norme est d'accoucher chez soi, dans un environnement familier et non à l'hôpital, réservé aux femmes pauvres et aux filles mères. C'est ce que rappellent toutes les images, sauf dans ce tableau d'Après-Bosse qui rappelle que dans les milieux populaires, les femmes travaillent jusqu'au bout de leur grossesse et n'ont pas toujours le temps de rentrer chez elles quand les douleurs se déclenchent. Les perdeuses d'enfants qui reviennent des champs avec le bébé dans le tablier ou la brouette ne sont pas rares, et là, l'accouchement intervient en pleine rue. Les autres représentations montrent des femmes des élites qui accouchent dans leur chambre, soit allongées sur ce qu'on appelle un lit de misère, comme ici, une sorte de lit de camp dressé devant un grand feu, soit presque assis sur un tabouret ou un lit bas, soutenu par des proches. Le matériel employé, on le voit, reste sommaire, un bassin avec de l'eau pour laver et essuyer l'enfant ou recueillir les liquides de l'accouchement, linge pour habiller le nouveau-né et panser la mère, une bobine de fil et un objet tranchant. Alors on a notamment, on voit ici un couteau qui sert à trancher le cordon ombilical, parfois donc une bobine de fil, tout ça pour le cordon. Mais vous le voyez, le point commun de toutes ces images, corroboré par d'autres sources, c'est que rien n'est médicalisé. Si les femmes s'entouraient parfois de certains objets protecteurs, amulettes ou ceintures d'accouchement, le seul recours évoqué ici face à la mort et à la douleur sont religieux. Dans la gravure, des images de la Vierge et du Christ accrochés au mur rappellent ainsi l'importance de la religion dans cette épreuve. S'y ajoute l'invocation à Dieu par la dévote, qu'on voit d'ailleurs en prière sur l'image. Je la cite, « Dans ce pénible effort à qui n'est comparable aucun autre tourment, délivrez-la Seigneur et soyez secourable à son enfantement. » Alors si la souffrance est une expérience commune autrefois, car la vie est rude pour l'immense majorité de la population, la douleur de l'accouchement semble se distinguer par son intensité sans équivalent. Dans le tableau d'Après-Bosse, la parturiente semble ainsi directement implorer le ciel du regard et de la main pour qu'il abrège sa peine. Cette présentation révèle un certain fatalisme face à la douleur de l'accouchement. On s'en remet en gros principalement à Dieu. Et cette acceptation se trouve accentuée par le christianisme, qui valorise les souffrances, on y reviendra. Alors toutes les images montrent également la présence d'une nombreuse assistance féminine. Aux femmes de la famille, aux voisines, aux amis s'ajoutent des servantes dans les milieux favorisés. Cet entourage fournit une précieuse aide matérielle, portant l'eau, le linge, entretenant le feu. Il apporte aussi un soutien indispensable qui permet aux femmes de surmonter leur peur et leur souffrance, notamment pour le premier accouchement, réputé le plus risqué et le plus douloureux. Ce soutien passe par des gestes, on le voit, tenir la main, aider à garder sa position, et des paroles d'encouragement et de prière. La maternité crée ainsi des solidarités particulières. Les femmes épaulent la future mère dans l'épreuve, qui elle-même soutiendra ses compagnes le moment venu. L'expérience de l'enfantement constitue en effet une étape essentielle de la socialisation féminine et un moment de transmission d'une culture de la peur et de la douleur propre aux femmes. Dans cette assemblée féminine se détache la figure de la matrone ou de la sage-femme, chargée de surveiller le travail et de recevoir l'enfant. Alors dans le tableau d'Après-Bosse, la toucheuse semble improviser, on la voit opérer face à la femme pour recueillir l'enfant. Par contre, dans le tableau suédois et la gravure, elle est placée de côté, mais en fait, c'est vraiment un artifice des artistes pour qu'on voit sortir l'enfant. C'est pas du tout une position logique. Mais dans les deux cas,
l'accoucheuse semble expérimenter et agir avec autorité, comme en témoigne la légende de la gravure. « Madame, prenez patience, sans crier de cette façon, sans effet en ma conscience, vous accouchez d'un beau garçon. » Alors l'accoucheuse semble assez peu préoccupée par les souffrances de la parturiente, et de manière générale, rien de particulier n'est fait pour les supprimer. Alors ça n'est pas par indifférence ou par sadisme, mais c'est parce que l'arrêt des douleurs et donc des contractions fait en effet craindre que l'accouchement se prolonge au point de menacer la vie de l'enfant et de sa mère. C'est donc surtout en hâtant l'issue de l'accouchement que les accoucheuses essayent d'abréger les souffrances des futures mères, quitte parfois à brutaliser le corps de celles-ci en exerçant notamment des pressions sur le ventre ou des touchés répétés. Alors certains remèdes traditionnels contre la douleur, alcool ou plantes calmantes, sont cependant parfois administrés aux parturientes. Alors le tableau suédois lui insiste sur l'apparence vieillissante de la matrone. On le voit, le dos est voûté, le visage ridé et denté, ce qui peut renvoyer une certaine réalité, les matrones sont souvent âgées, mais invite aussi à une lecture symbolique des personnages féminins évoquant peut-être les âges de la vie. La vieille femme semble en tout cas focalisée sur l'enfant qui vient et non sur la femme qui souffre, là aussi. Alors le tableau de Carpeaux fait exception en figurant un accoucheur masculin, on devine un peu ici la carrure plutôt masculine. Et il faut savoir, à partir de la fin du XVIIe siècle, surtout chez les élites, la présence de chirurgiens accoucheurs s'impose. Et au XVIIIe siècle, ils deviennent majoritaires dans les milieux aisés, tandis que les milieux populaires continuent de privilégier la sage-femme, sauf en cas de difficulté. Alors on le voit, dans les écrits médicaux, les chirurgiens sont parfois très émus par les supplices endurés par certaines parturientes, parfois plusieurs jours durant. Ils sont aussi attentifs aux contractions douloureuses, car elles sont révélatrices du processus de l'accouchement et de son caractère normal ou pathologique. Néanmoins, la douleur est très peu évoquée dans les traités d'obstétrique, et elle n'est guère soulagée en France jusqu'au XIXe siècle, contrairement à certains pays anglo-saxons qui adoptent l'anesthésie par chloroforme dès le milieu du siècle. Alors pourquoi ce rapport à la douleur et comment cette douleur est-elle représentée par le passé? La douleur est longtemps apparue comme inséparable de l'enfantement. D'abord pour des raisons religieuses. L'injonction biblique, je cite ce fameux passage de la Genèse, « Je multiplierai tes souffrances et spécialement celles de ta grossesse, tu enfanteras des fils dans la douleur. » Cette injonction est encore présente dans tous les esprits. Ève est punie pour sa responsabilité dans le péché originel, ainsi que toute sa descendance féminine. Mais ce châtiment est aussi la conséquence des péchés personnels des femmes, les deux étant liés au péché de chair, c'est-à-dire la sexualité. À l'inverse, la Vierge, conçue sans péché et sans union charnelle, enfante sans douleur, alors que les femmes payent le plaisir lié à l'acte sexuel. Mais cette souffrance a cependant un sens, entre guillemets, plus positif et presque un rôle purificateur. Elle donne un sens à l'existence féminine en permettant de racheter ses péchés et ainsi de pouvoir gagner le paradis. Dans la spiritualité chrétienne, cette douleur paraît donc incontournable et doit donc être acceptée avec humilité, comme en témoigne la prière du Père Godot en 1646. Je vous la cite. « En mon accouchement, fortifiez mon cœur pour supporter les douleurs qui l'accompagnent, et je les accepte comme un effet de votre justice sur notre sexe pour le péché de la première femme. Quand la vue de cette malédiction et de mes propres offenses dans le mariage, je souffre avec joie les plus cruelles tranchées, c'est des contractions, et que je les joigne aux souffrances de votre fils sur la croix. » Donc voilà, ça permet d'obtenir la rédemption. Alors ça, ce sont des représentations qui abondent dans le discours clérical, et même médical jusqu'au XVIIIe siècle, mais elles imprègnent aussi les mentalités féminines. J'en ai retrouvé un certain nombre de traces dans les écrits féminins, même si ça commence à reculer au XIXe siècle. Un exemple parmi tant d'autres, la comtesse de Ségur, qui écrit à sa fille Olga, dont la maternité est difficile. Une grossesse est toujours chose pénible, aussi que de fautes elle rachète. Une couche est toujours douloureuse et ennuyeuse par ses suites, aussi que de mérite elle peut valoir, comme toutes les impatiences, les privations, les ennuis qu'on accepte, sont comptés pour l'éternité. Par ailleurs, l'accouchement marque un tournant dans la vie des femmes. Il détient une dimension initiatique. En effet, on reste une fille, comme on dit, dans les sociétés anciennes, tant qu'on n'a pas enfanté. Le fait de devenir mère permet d'être considérée comme une femme à part entière. Et donc soutenir les douleurs de la mise au monde atteste d'une maîtrise de soi qui est valorisante. Les femmes accèdent à la reconnaissance de leur entourage si elles les affrontent avec courage et en sortent vivantes ou mortes, comme les hommes finalement qui vont au combat. Et cette épreuve paraît aussi indispensable pour que se créent des liens indéfectibles entre la mère et l'enfant. Alors comment cette douleur de l'accouchement est-elle mise en image? Dans la plupart des œuvres, le corps de la parturiente est assez peu visible. En effet, les femmes restent habillées tout au long de la mise au monde et la coucheuse intervient la plupart du temps sous les jupons. L'avancée du travail est surtout repérée par des cris, plus que par des mesures objectivantes.
Ces cris, comme expression habituelle de la douleur dans la société occidentale, sont évoqués dans toutes les images. Soit par la légende, soit par la bouche ouverte de la parturiente. Dans la gravure, on voit la tête de l'enfant apparaît au milieu des linges, alors que le visage de la parturiente est assez impassible, mais par contre la légende insiste bien sur la douleur. La parturiente dit « Hélas, je n'en puis plus, le mal qui me possède affaiblit tous mes sens, mon corps s'en va mourant et n'est point de remède aux peines que je sens. » Et puis la sage-femme insistait aussi sur les cris de la femme. Alors, dans le tableau d'après-Bosse, la femme jambes nues et visage tourné vers le ciel semble elle aussi submergée par la douleur. C'est son attitude là qui traduit le paroxysme de la délivrance imminente, notamment cette bouche ouverte. Le tableau suédois rend également compte de cette phase de l'accouchement dite de désespérance, où la parturiente, défaite et hagarde, laisse échapper râles et gémissements, tandis que le sexe féminin est représenté de façon frontale et réaliste, ce qui est tout à fait exceptionnel. On est en fait juste après le moment le plus intensément douloureux, mais tout dans l'attitude y renvoie. Et ce réalisme a frappé les sages-femmes à qui j'ai montré ce tableau, la sage-femme d'aujourd'hui, qui y retrouve une vérité anatomique et du vécu qui est rarement montrée. Enfin, l'œuvre de Carpeaux, plus dynamique et dramatique, figure l'effort de l'expulsion, la douleur se lisant dans la tension corporelle, la bouche grande ouverte et la position mouvante aussi de la tête. Alors ces deux derniers tableaux en particulier représentent assez finement le vécu féminin, ce qui est précieux, car les sources directes manquent avant le XXe siècle. Un accouchement en gros, ça se vit, mais visiblement ça ne se raconte guère par écrit, et ça ne se représente pas non plus pour une artiste femme. Ces images ont été réalisées par des hommes, mais qui semblent très clairement avoir vu de près un accouchement. Et un des éléments surprenants est d'ailleurs la récurrence de la présence masculine dans ces œuvres, qui n'est pas anodine. En effet, 3 images sur 4 impliquent un homme, qui n'est pas l'accoucheur, mais le futur père. Et sa présence renvoie à une réalité longtemps méconnue. Les pères n'ont pas attendu les années 1970 pour s'introduire dans les salles de naissance. Les écrits privés des élites, du XVIIe au XIXe siècle, ils assistaient assez fréquemment à tout ou partie de l'accouchement. Mais leur figuration quasi systématique dans un univers habituellement très féminisé doit tout de même être questionnée. Alors la présence masculine auprès de l'accouché justifie d'abord peut-être la représentation d'un événement qui est normalement du ressort des femmes, autorisant ainsi la transgression que représenterait le regard de l'artiste. Dans la scène de rue d'après-Bosse, le caractère impromptu de l'événement permet au peintre de l'observer sans être taxé de voyeurisme. Chez Carpeaux, le père et l'artiste se confondent. C'est à travers son regard que le spectateur assiste à la scène. Le tableau est cependant resté dans le giron familial et n'avait pas vocation à être montré à un large public. Dans les 2 autres œuvres, les pères jouent quant à eux un rôle actif pendant l'accouchement, notamment pour encourager la parturiente et l'aider à surmonter sa douleur. Dans la gravure, le père est le seul à regarder le spectateur, instaurant une connivence directe. Il tient la main de la parturiente et déclare, suite aux propos rassurants de la sage-femme, « Cette nouvelle me soulage, voilà tout mon deuil effacé, suce mon cœur, ayez bon courage, votre mal est tantôt passé. » Dans le tableau suédois, l'homme soutient physiquement sa compagne. Le tabouret vide suggère qu'il l'a quittée pour l'aider à maintenir son dos au moment crucial. Cette image montre que les pères, comme les artistes, sont frappés par l'intensité du moment et l'expression de la douleur féminine, ce que suggère notamment aussi la main dressée. Chez Carpeaux, on perçoit à la fois la grande angoisse que l'accouchement suscite pour le père artiste, mais aussi son intérêt pour le sujet. Il a d'ailleurs laissé 2 autres dessins qui représentent l'accouchement de sa femme. Alors cette présence masculine et la volonté des artistes de représenter la mise au monde renvoient probablement à d'autres motivations. La gravure, proche d'un traité d'obstétrique contemporain, a un aspect quasi documentaire et ne procède sans doute pas d'une expérience réelle. Les autres tableaux, en revanche, rendent bien davantage compte d'une expérience intensément vécue sur le plan émotionnel et surtout d'un point de vue masculin. La représentation de ces accouchements, figurée de manière très théâtrale, avec une dramaturgie affirmée, traduit d'abord l'inconfort de la position masculine. L'accouchement inverse en effet les normes de genre. C'est la femme qui agit. Elle résiste avec courage, elle endure la douleur, tandis que l'homme doit aider sa compagne qui souffre, mais il demeure souvent passif et impuissant. Cette inversion, heurtant les modèles de virilité traditionnels, rend certainement l'expérience difficile à vivre à l'époque, et encore à mon avis assez largement aujourd'hui. Surtout si un praticien masculin est présent. C'est peut-être d'ailleurs ce qui explique la rareté de la figuration des accouchements dans l'art et la réticence de certains hommes à y assister. Alors si certains peintres y consacrent leur toile, c'est qu'il s'agit néanmoins d'un sujet intéressant. C'est un moment d'une intensité exceptionnelle où se côtoient des émotions et des sensations extrêmes, la douleur et la joie, mais aussi la vie et la mort. C'est aussi le moment où l'enfant se sépare du corps maternel, passe de l'obscurité à la lumière et accède au statut d'individu.
L'aspect tragique et violent de l'accouchement est surtout sensible dans la toile de Carpeaux, qui ressemble d'ailleurs à d'autres toiles de l'artiste dépeignant des scènes religieuses douloureuses, comme la Passion de Christ ou la Pietà. L'artiste, qui aime entremêler le sacré et le quotidien, confère ainsi au tragique intime de cette mise au monde un aspect intemporel, par l'emploi de drapés à l'antique et le refus de détails trop personnels. Cette présentation d'accouchement traduit également une fascination pour les origines de la vie, en particulier le tableau suédois qui oblige le regard du spectateur à se poser là où il ne devrait pas. Son aspect transgressif est lié à la représentation du sang utérin et surtout à la figuration de cette scène primordiale du sexe maternel dont la vision est jugée interdite. C'est le même trouble qui saisit encore le spectateur aujourd'hui face à l'origine du monde de Courbet, qui dépend d'ailleurs probablement d'une femme enceinte. Alors au-delà d'un certain voyeurisme, la toile peut aussi se lire comme une allégorie de la naissance. La vieille matrone et la jeune servante versant de l'eau symbolisent l'écoulement du temps et la continuité des générations. L'image rappelle aussi, plus prosaïquement, comment chaque individu vient au monde en mettant le corps de sa mère à l'épreuve et en la faisant souffrir. Alors ces images d'accouchement, riches de sens, traduisent, on le voit, un rapport à la procréation, au corps féminin et à la douleur propre à la culture occidentale avant le XXe siècle. Le recul de l'influence religieuse, le développement du contrôle des naissances, ainsi que la médicalisation et les techniques d'analgésie de l'accouchement, je pense évidemment à l'accouchement sans douleur et à la péridurale, ont transformé cette expérience. Si l'enfantement est aujourd'hui perçu de manière moins tragique, il reste cependant un moment intense, dans lequel la douleur est loin d'avoir disparu. Il constitue également toujours un élément clé de la différence des sexes et du façonnement des normes de genre. Alors j'espère que cette présentation contribuera à nourrir une réflexion sur les aspects culturels du rapport à la douleur. Je vous remercie. Vous trouverez un article qui reprend ces réflexions et développe aussi sur la vie des idées. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions ou des remarques. On a un peu parlé donc de l'accouchement avec par un point de vue un peu occidental de la représentation chrétienne. Je me demandais dans les autres cultures, arabes, en Inde, en Indonésie, ça change. Forcément, ça change. Alors moi, je suis historienne de l'Europe, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe ailleurs, mais quelque chose qui est quand même très intéressant pour vous montrer qu'il y a effectivement des différences culturelles, c'est que les Occidentaux, notamment je pense aux Européens, quand ils vont aller découvrir entre guillemets le Nouveau Monde, et je pense en particulier les îles Tahiti pour les Français, sont très impressionnés parce qu'en gros, pour eux, les femmes à Tahiti ne souffrent pas en accouchant, c'est vraiment un problème de femmes occidentales, affaiblies par la civilisation, parce que vraiment, à force de vivre de manière trop raffinée, les femmes, elles sont devenues très vieillottes, en gros, voilà. Alors que pour eux, la tahitienne, elle est robuste, elle ne crie pas quand elle accouche, et donc elle a pas mal. En fait, en réalité, c'est vraiment lié justement à des codes culturels complètement différents qui font qu'on ne va pas exprimer la douleur de la même manière. Mais voilà, c'est évidemment pas du tout interprété de cette manière. Donc très clairement, selon les sociétés, les cultures, les époques, dans certains cas, on va valoriser l'expression de la souffrance, et va se montrer. Et là, on voit bien que ça a un sens culturel, on va le montrer et quelque part le valoriser. Ça n'est pas forcément le cas dans d'autres cultures. D'où je trouve effectivement l'intérêt de décentrer à la fois chronologiquement et géographiquement la question. Vous avez d'autres questions? Une temps d'y arriver, une question. Je me demandais l'importance en termes de nombre de représentations sur le sujet. Presque pas. C'est un sujet qui est représenté. Puis la question effectivement de la douleur elle-même l'est encore moins. Non, il y en a vraiment très peu. C'est pour ça que j'ai choisi chronologiquement, 17e, 19e, je pourrais dire, mais c'est quoi la représentativité de tout ça? J'ai envie de dire, il n'y en a quasiment pas d'autres, ou peut-être quelques-unes, mais voilà, et en tout cas qui figure, qui renvoie une expérience, parce que c'est aussi ça qui m'intéressait. Les hommes qui représentent ça, au moins dans plusieurs des deux derniers cas dont je parlais, ont clairement fait un accouchement. Et donc je pense que c'est aussi une expérience vécue qu'on va avoir envie de représenter ça. Mais on n'a effectivement pas le même genre de témoignage chez les artistes femmes, donc je pense que c'était aussi intéressant de montrer juste un petit témoignage. Avant la péridurale, il y avait quand même une prise en charge antalgique. Ma mère était sage-femme, elle a été diplômée de l'école de Reims en 1956 et l'école d'obstétrique de Nancy enseignait aux sages-femmes de faire une injection intramusculaire de morphine 10 mg vers 3 cm de dilatation pour accompagner jusqu'à la dilatation complète. Et ça faisait partie des cours d'obstétrique des sages-femmes.
et elle l'appliquait. On n'a pas parlé aussi de l'utilisation du protoxyde d'azote en Angleterre. Vous parliez du chloroforme, mais aussi du protoxyde d'azote, notamment la reine Victoria qui a accouché 11 fois, je crois, ou 7 fois. Elle, c'était le chloroforme pour le coup, c'est pas le protoxyde d'azote. Voilà, et donc... Dans la période dont vous parlez là, pour la formation des sages-femmes, j'imagine que c'est très tard, on est au XXe siècle. En fait. Plus tard. Voilà, donc, ça fait partie de ces choses dont je parle au XXe siècle. À partir du XXe siècle, on a évidemment des obstacles qui se lèvent et puis des solutions thérapeutiques qui sont apportées. Mais encore une fois, là, on voit qu'il peut y avoir un décalage selon les pays qui s'explique vraiment pour des raisons culturelles et pas forcément pour des raisons techniques. Donc, c'est vraiment lié à un changement de mentalité avant tout et pas juste à des solutions en fait, techniques. Je pense que ça bonjour, je pensais que les accouchements de reines, tout ça était un peu plus documenté. Il n'y a pas une documentation? Si, on en a une documentation. Pour le coup, on a quand même des témoignages. Quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de documentation, des femmes elles-mêmes qui témoignent de leur accouchement. Par contre, effectivement, des accouchements royaux qui sont documentés. D'ailleurs, on voit que les pères sont très présents. On a longtemps pensé qu'il y a père roi qui assistait aux accouchements de leur femme, alors que ce n'est pas le cas. Mais effectivement, on en a des témoignages et des témoignages qui peuvent être intéressants. Les accouchements de Marie Médicis sont bien connus, notamment parce que sa sage-femme Louise Bourgeois en a laissé des récits. Ensuite, les reines sont plutôt accouchées par des accoucheurs, mais on a aussi, comme ce sont des événements en partie publics, on en a des témoignages, avec justement la contrainte pour ces femmes que souvent, justement, ça ne se faisait pas dans un cadre très rassurant, mais au contraire dans un cadre où il y avait quand même potentiellement du monde, avec une difficulté justement de vivre le moment et de voilà. Mais pour le coup, elles ne sont pas traitées entre guillemets différemment des autres. Elles ont une grossesse beaucoup plus médicalisée, une présence d'un personnel médical pendant l'accouchement, mais elles ne sont pas davantage entre guillemets pas d'analyse supplémentaire ou autre en fait. Alors, bonjour à tous. Moi, particulièrement, ce qui m'a marqué quand on voit à travers les images, c'est en fait que la douleur, certes, elle n'est pas représentée, mais elle est quand même exprimée. Oui, ça veut dire que culturellement, les femmes, quand même, extériorisaient la douleur, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres cultures, où, en fait, la douleur, interdiction de l'exprimer. C'est ça. Les femmes, même si c'est douloureux, elles ne l'expriment pas. C'est pour ça, justement, vous m'avez dit en Haïti, où avant, on avait l'impression qu'elles n'avaient pas mal. Quand elles ont mal, mais elles n'arrivent pas à l'exprimer. Chose aussi qu'on retrouve en Afrique, où des femmes, justement, malgré la douleur, ne l'expriment pas. Parce que culturellement, une femme ne doit pas crier, elle ne doit pas s'exprimer. Donc, en fait, c'est ce qui est quand même manquant ici, c'est pas visible, mais les femmes, quand même, à travers les images, elles expriment la douleur. Oui, elles l'expriment, et puis c'est vraiment connu au niveau sonore. C'est-à-dire qu'on savait dans un village si une femme accouchait, c'était vraiment que ça s'entende, et ça fait partie des formes de participation collective, en fait, finalement, à l'événement. Voilà, c'est une forme de ritualisation aussi, mais qui passait par effectivement le marquage de l'espace sonore. Et ça, c'est très codifié, effectivement, culturellement. Merci pour cette... Bon, voilà, on va peut-être s'arrêter là par rapport à ce que j'essayais de dire en introduction, et le lien entre la douleur et l'éthique. Là, on l'entend dans notre intervention, la douleur comme épreuve morale, comme rédemption, voilà,